Troisième partie, comment caractériser des champs vectoriels. Nous allons voir pour les trois champs vectoriels qu'on vient de voir, le champ de gravitation et champ de pesanteur, le champ électrostatique et le champ magnétique terrestre. Donc dans un premier temps, pour le champ de gravitation et champ de pesanteur. On a vu déjà l'année dernière la force de gravitation qu'exerce donc la Terre est définie comme étant le F est égal à G fois M, la masse de l'objet placé à la surface de la Terre, fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Donc ici, la force F est en newton, G est en newton mètre carré par kilogramme au carré. Les masses, que ce soit la masse de l'objet ou la masse de la Terre, sont en kilogrammes, et le rayon de la Terre est en mètres. Alors dans cette expression, donc, ce qu'on appelle G, c'est ce qu'on appelle donc la constante universelle gravitationnelle. Sa valeur est fixe, elle est de 6,67 fois 10,11 newton par kilogramme carré, mètre carré. On voit sur le schéma ici que cette force est dirigée tout le temps vers le centre de la Terre. À partir de cette force de gravitation, on va définir un champ de gravitation qu'on va noter grand G majuscule. Et ce champ de gravitation est défini comme étant le rapport de la force gravitationnelle sur la masse de l'objet. Donc sa valeur est en fait G, la constante universelle gravitationnelle, fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Ce champ G, il va dépendre donc du lieu où se trouve l'objet, mais ne dépend pas de la masse de l'objet. Il va dépendre par contre, on le voit dans la formule, de la masse de la Terre, c'est-à-dire de la masse de l'objet qui crée ce champ de gravitation. Alors pour nous, en fait, le poids P d'un objet de masse M est en fait assimilé à la force de gravitation exercée par la Terre. Donc pour nous, cette force de gravitation, c'est ce qu'on appelle le poids P. Ces différentes formules là du champ, notamment celle du champ de gravitation, est valable pour le champ de gravitation créé par n'importe quel objet qui possède une masse. Donc on pourrait définir le champ de gravitation créé par la Lune, créé par le Soleil ou n'importe quel objet qui ait une masse et dans l'univers n'importe quelle planète ou étoile. Nous allons nous intéresser, nous, au cas de la Terre, et on va définir ce qu'on appelle le champ de pesanteur local, que l'on va noter petit g. Donc le champ de pesanteur petit g, ce qu'on appelle le champ local, il va être défini par étant le rapport de P, le vecteur poids, sur M, la masse de l'objet. Donc ici, dans cette formule, on a G qui est en newton par kilogramme, le poids P en newton, puisque c'est la valeur d'une force, et M, la masse qui est en kilogrammes. Ce champ de pesanteur, comme tout à l'heure, il va dépendre du lieu où se trouve le corps qui va subir cette force de gravitation, mais ne dépend pas de la masse de ce corps, comme on a dit tout à l'heure. Alors ce champ local de pesanteur locale, on peut considérer qu'il est uniforme. Sa valeur est la même partout à la surface de la Terre. Il y a quelques variations, mais très peu. On peut considérer que ce champ est uniforme. Donc ses caractéristiques, donc sa direction, c'est toujours vertical. Son sens, il est toujours orienté vers le bas, vers le centre de la Terre. Et sa valeur G est définie, comme on a vu tout à l'heure, G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Alors nous allons voir maintenant donc, le champ électrostatique créé par un condensateur plan. On a vu dans les activités qu'une particule de charge Q placée dans une région de l'espace où règne un champ électrostatique E est soumise à une force électrostatique F.
On va pouvoir définir le champ électrostatique E comme étant le rapport de la force électrostatique subie par la particule sur Q, la charge de cette particule. Donc la valeur de E, c'est F sur la valeur absolue de Q, E étant en newton par coulomb ou en volt par mètre. Et on a l'équivalence, hein. 1 newton par coulomb est équivalent à 1 volt par mètre. La force F en newton et Q en coulomb. Donc là aussi, il dépend du lieu où se trouve l'objet, mais pas de la charge Q de la particule. Donc on peut remarquer une équivalence entre le champ de gravitation et le champ électrostatique. Si vous regardez bien, les formules sont construites de la même façon. À chaque fois, la valeur du champ est le rapport de cette force gravitationnelle ou force électrostatique, sur la masse pour le champ gravitationnel et la charge Q pour le champ électrostatique. Et là, dans les deux cas, ce champ ne dépend pas du lieu où se trouve l'objet, ni de sa masse, ni de sa charge. Alors on a fait l'expérience en TP, on a créé un champ électrostatique entre deux lames de cuivre qui baignaient dans une solution de sulfate de cuivre, et on a mesuré la valeur du champ entre ces deux plaques. On a créé en fait ce qu'on appelle un condensateur plan. Un condensateur plan, deux armatures métalliques qui sont conductrices bien sûr, qui sont placées face à face à une distance d. Lorsqu'une tension continue est appliquée entre les armatures, à ce moment-là, il va se créer entre ces armatures un champ électrostatique noté E. Vous voyez sur le petit schéma les lignes de champ qui sont représentées entre les deux armatures du condensateur. Ces lignes de champ sont orientées et elles vont toujours de la bande plus vers la bande moins. Le champ électrostatique E créé par un condensateur plan, est uniforme. Et donc sa valeur est constante entre les armatures et on le définit de la façon suivante. E est égal à la valeur absolue de U sur la distance entre les deux plaques. E est en volts par mètre, U est en volts et la distance est en mètres. Voilà, je sais ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc les lignes de champ sont orientées de l'armature positive vers l'armature négative. Dernier champ, le champ magnétique terrestre. Donc, on a dit tout à l'heure que la Terre était une source de champ gravitationnel, mais elle est aussi source d'un champ magnétique. Elle va créer un champ magnétique autour d'elle. Alors, en fait, ce champ magnétique créé par la Terre, on peut considérer que on peut le modéliser comme étant, comme si c'était un aimant droit qui est placé donc à l'intérieur de la Terre. Un champ magnétique va se mesurer à l'aide d'un appareil qu'on appelle le teslamètre. Et ce champ magnétique va s'exprimer en Tesla. Alors, je vous ai mis ici une petite photo d'une boussole, puisque cette boussole est un détecteur de champ magnétique. Elle ne permet pas la mesure du champ magnétique, mais elle va nous permettre de détecter ce champ magnétique. Lorsque l'on utilise une boussole, l'aiguille de la boussole va bien sûr s'orienter vers le pôle nord, mais vous pourrez constater aussi que cette aiguille va s'incliner vers le sol. Effectivement, la boussole détecte le champ magnétique terrestre et donc va s'orienter suivant les lignes de champ. Et vous pouvez constater sur la représentation ici que les lignes de champ ne sont pas les mêmes en tout point à la surface de la Terre. Ce qui fait qu'on va avoir un angle entre les lignes de champ et l'horizontale à la surface de la Terre. Et cet angle que l'on mesure, c'est ce qu'on appelle l'inclinaison.
Alors, si on regarde les points où cet angle est de 90 degrés, ils vont correspondre donc au pôle magnétique de la Terre. C'est-à-dire que si on se place au pôle magnétique de la Terre, au pôle nord ou au pôle sud, l'aiguille de la boussole va avoir tendance à aller vers le centre de la Terre et se redresser, se mettre droite. Ces pôles magnétiques de la Terre ne sont pas confondus avec les pôles géographiques. Il y a une légère différence, hein, un angle entre les deux. Et en plus de ça, si vous regardez bien, on a modélisé ce champ magnétique terrestre par un aimant avec un pôle sud et un pôle nord. Et en fait, ce pôle sud et ce pôle nord sont inversés par rapport au pôle géographique.